est-ce que le président René Préval a eu un accord avec des groupes armés avant les élections de 2006? La mort d'un général. Haïti, Port-au-Prince, janvier 2006. Normalement, selon la Constitution, le gouvernement intérimaire aurait dû organiser des élections peu après le départ d'Aristide. Or, ces élections furent retardées et reportées à plusieurs reprises. Enfin, le 7 février 2006 semblait une date réaliste. L'ONU avait fixé des normes élevées pour cette élection. Tous les Haïtiens éligibles pour voter devaient avoir la possibilité de le faire. Ce qui était un droit fondamental pour le peuple dans la plupart des pays, était en Haïti limité à la partie de la population qui avait des papiers, c'est-à-dire surtout les Haïtiens qui vivaient dans les grandes villes. Les Nations Unies avaient créé pour chacun une carte d'électeur avec photo, qui constituait pour la majeure partie des Haïtiens la première photo d'identité de leur vie. Certaines régions éloignées n'étaient même pas accessibles par hélicoptère. Le personnel électoral des Nations Unies et leurs homologues haïtiens durent se rendre à ces endroits à dos d'âne pour enregistrer les électeurs et prévoir les emplacements des centres de vote. Le samedi 7 janvier au matin, Sirabas diffusa une consigne inhabituelle. Tous les officiers du centre d'appel de sécurité devaient se présenter immédiatement à l'hôtel Christopher. Gus m'avait briefé en chemin. Le commandant de la force de la MINUSTA, le général Urano Teixeira da Mata Bacelar, avait été retrouvé mort d'une balle dans la tête. L'enquête initiale avait hâtivement conclu qu'il s'agissait d'un suicide. Un général respecté à la tête des forces militaires conjointes d'un important contingent des Nations Unies s'était suicidé 4 semaines avant d'atteindre l'objectif principal de son mandat et peut-être l'événement le plus important de sa carrière, vêtu de sa tenue de sport. Qui plus est, il était assis sur son balcon, en tenue de tennis, prêt à jouer, puis tout à coup quelque chose lui avait fait prendre son arme et mettre fin à ses jours. Il était clair que le général Urano s'était levé ce matin-là pour aller jouer au tennis, et non pas pour se présenter devant l'Éternel. Il n'avait pas laissé de message. Bien sûr, quand il s'agit de commettre un acte aussi radical, plus rien n'avait de sens, mais quiconque avait eu affaire au commandant de la force des Nations Unies savait pertinemment qu'un professionnel aussi accompli ne se suicide pas, surtout quelques semaines avant des élections qu'il avait organisées. Nous savions qu'il était agité la veille. D'ailleurs, on ne parlait que de lui en buvant une bière la veille au soir à Boucan-Grégoire. À la fin de la réunion du comité restreint des forces des Nations Unies la veille, réunion entre les dirigeants de la MINUSTA et les ambassadeurs des États-Unis, de la France, du Canada, du Brésil, de l'Union européenne et de l'Espagne, le commandant de la force des Nations Unies avait eu une grave dispute avec l'ambassadeur du Brésil qui s'était envenimé au point que ce dernier avait fini par lui hurler dessus. Un de nos collègues de la protection rapprochée parlait portugais et a saisi certaines parties de la querelle. Le commandant de la force était censé faire quelque chose, mais refusait de le faire. Il se criait dessus dans la grande salle de conférence de l'hôtel Christopher à côté de la réception. À un moment donné, l'ambassadeur a tendu au commandant son téléphone portable. Il y avait un haut fonctionnaire du gouvernement brésilien à l'autre bout. Mon collègue de la protection rapprochée a supposé qu'il s'agissait du ministre des Affaires étrangères du Brésil. Encore une fois, le commandant de la force a opposé un refus catégorique et la conversation téléphonique ne s'est pas mieux terminée que l'entretien avec l'ambassadeur. Nous savions seulement que leur conversation était liée aux prochaines élections. Le comité restreint se réunissait presque quotidiennement pour mesurer les progrès des élections à venir. Apprendre le lendemain matin qu'il avait été retrouvé mort en tenue de tennis nous rendait profondément tristes et nous paraissait injuste. Plus triste et plus injuste encore furent les ragots que les médias haïtiens commencèrent à colporter sitôt après sa mort, prétendant qu'il était impliqué dans toutes sortes d'activités illégales. Je savais que Gus, JT et Bertrand avaient le plus grand respect pour lui, et les rumeurs véhiculées par les médias étaient dégoûtantes, d'autant plus que de nombreux journalistes internationaux les répétaient sans se poser de questions. L'enquête était entre les mains de la police militaire brésilienne et de la police nationale haïtienne. La capacité médico-légale de la PNH était à des années-lumière de celle d'un centre de police scientifique moderne et laissait peu d'espoir quant à la possibilité d'obtenir des réponses. Les élections étaient toujours prévues pour le 7 février 2006. C'était la première fois que j'assistais à des élections dans un pays qui ne pouvait pas les organiser tout seul.
À mon niveau, je ne parvenais pas vraiment à me rendre compte de la complexité d'un tel projet, mais j'avais la chance de côtoyer des personnes à la fois expérimentées et impliquées dans le processus qui me donnaient une vue d'ensemble. À Port-au-Prince, c'étaient les masses des quartiers pauvres qui faisaient la différence aux élections. En région, pour être élu député ou sénateur, il suffisait d'être le plus fort, c'est-à-dire le mieux armé, celui qui avait l'arsenal le plus important. Il faut préciser qu'après le départ d'Aristide, une bonne partie des groupes armés se considéraient encore comme des organisations populaires. Bien qu'ils s'adonnaient à des activités criminelles, les organisations populaires armées étaient souvent entretenues par un chef politique qui leur fournissait en armes, argent et munitions. Au fil du temps, ces groupes se sont transformés en des organisations criminelles sans aucune appartenance politique. Cela valait la peine de se battre car un mandat de député ou de sénateur donnait accès aux véhicules officiels, permettait d'avoir une influence ou un contrôle important sur la justice et l'application des lois, et sans tout à fait rendre le trafic de drogue légal, protégeait l'élu des poursuites haïtiennes ou américaines. Donc, même en région où la situation était en général relativement calme, nos collègues de la sécurité se préparaient à vivre des moments difficiles. L'armée et la police des Nations Unies s'étaient déployés dans les centres de vote de la capitale et des régions pour assurer autant de sécurité que possible. Je patrouillais avec Johnny, un officier de la police royale canadienne à la retraite, dans les centres de vote des zones à haut risque de Port-au-Prince, y compris le centre de tabulation de la Sonapi. La Sonapi était un complexe industriel avec de grands entrepôts et ateliers de misère, accueillant des milliers de travailleurs à bas prix, dont beaucoup de Cité Soleil. L'un de ces entrepôts allait devenir le cerveau des prochaines élections. Si ces élections avaient été retardées, c'est surtout parce que l'expérience prouvait que la tabulation, l'enregistrement officiel et le dépouillement des votes devaient être placés sous contrôle international. Ces voix avaient été entendues et le PNUD, en collaboration avec l'OEA, l'Organisation des États américains, avait financé la création d'un centre de comptage des voix dans un entrepôt de la Sonapi. Johnny et moi l'avions vu grandir au cours des dernières semaines lors de nos patrouilles à la Sonapi. C'était devenu un centre de tabulation informatisé moderne et BA était le surnom du responsable des lieux. Il avait déjà organisé des élections dans de tels environnements et élaboré un plan pour réduire la fraude au maximum. Cela ne lui a pas rendu la vie plus facile ni plus sûre, car les autorités haïtiennes et certaines influences étrangères avaient tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle du processus de comptage. Le centre de tabulation faisait partie d'un plan bien conçu, qui avait reçu l'approbation de tous. En revanche, d'autres parties du plan avaient été rejetées avec des commentaires comme « Nous n'avons pas besoin de votre plan, nous savons comment séparer les bulletins de vote et les sacs ». BA avait recruté et formé du personnel national haïtien pour effectuer le décompte final et alimenter les programmes informatiques. Le dépouillement initial se ferait dans les centres de vote, les bulletins de vote devaient être acheminés vers les différentes bases militaires chargées de sécuriser et d'escorter ces bulletins avec le détail du dépouillement. Le décompte des voix devait passer de la base militaire au centre de tabulation où il serait entré dans le système électronique. Tout était prêt pour le 7 février. Le jour des élections, John Harrison est venu me chercher à 5 h du matin à Route-Frère. Il faisait encore nuit, mais on voyait déjà la population affluer dans la rue. Pour des raisons de sécurité, aucun transport privé ou public n'était autorisé à circuler, tout le monde devait marcher. Nous nous sommes vite rendus compte que la plupart des gens se rendaient à leur centre de vote. Nous nous sommes dirigés vers la Sonapi et avons constaté que tout fonctionnait bien. BA et le personnel national étaient prêts. 4 grands centres de vote se trouvaient à proximité des bastions des gangs de Cité Soleil et Cité Militaire. Et c'est là que nous devions patrouiller. C'était incroyable de voir tous ces gens rassemblés dès 6 h du matin devant les centres de vote, et ils affluaient toujours. On ne décelait aucune animosité envers nous. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver en ce jour d'élection à Haïti, mais c'était extraordinaire de voir à quel point le peuple haïtien était enthousiaste de pouvoir exercer son droit de vote, son droit à la démocratie. Les autorités haïtiennes ne partageaient pas cet enthousiasme, apparemment, car les heures se sont écoulées, et elles ne s'étaient toujours pas présentées dans les centres de vote. Les portes sont restées fermées.
Le soleil a commencé à chauffer le sol et des milliers d'Haïtiens étaient assis à attendre. Il était près de 9 h et toujours aucun signe. Je ne pouvais pas croire à quel point les Haïtiens étaient patients. La plupart des électeurs sont restés silencieux, mais de petits groupes ont commencé à s'énerver, poussant les grilles pour les ouvrir ou s'approchant de nous pour se plaindre du retard. C'étaient les jeunes qui réclamaient, et j'ai appris au fil des ans qu'ils avaient un rôle bien spécifique dans le processus électoral. Ils faisaient partie des gangs, ils étaient chargés de contrôler les masses et influencer leur vote. Les gens restaient assis, tranquilles, à attendre car leur choix était fait. Pour moi, cela semblait parfaitement raisonnable à l'époque, sauf que tout le monde aurait dû être contrarié de devoir attendre si longtemps. Nico m'a appelé et m'a demandé si nous avions un centre de vote ouvert parce que le RSSG, le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSTA, voulait voir un centre de vote où les gens votaient réellement. Je lui ai dit qu'il y avait environ 3000 personnes ici qui voulaient précisément la même chose, ils pouvaient les rejoindre, cela accélérerait peut-être le processus. Rien que dans les centres de vote où nous avons patrouillé, il y avait peut-être 50 000 personnes en attente. À 10 h, les fonctionnaires électoraux haïtiens ont commencé à arriver et peu après, le vote a démarré. Aux alentours de l'heure de fermeture officielle, à 18 h, alors que le soleil se couchait et que la lumière commençait à décliner dans les centres de vote, il y avait encore une foule énorme qui attendait son tour pour voter. Les policiers de l'ONU dans les centres de vote nous ont dit que les autorités voulaient fermer car la nuit tombait. Il devait y avoir une solution d'ailleurs. Je m'attendais à une fin de soirée violente si nous devions dire à tous ces gens qu'ils avaient attendu tout ce temps en vain. Notre ingénieur, chef des services techniques de l'ONU à l'hôtel Christopher, avait une solution. Les services techniques de la MINUSTA disposaient de tours d'éclairage pour générateurs dans une zone de stockage de la Sonapi. Chacune de ces tours d'éclairage comportait 4 projecteurs qui éclairaient dans chaque direction. Nous avons amené les tours d'éclairage dans une remorque grâce à l'attelage fixé à l'arrière de notre véhicule blindé jusqu'au centre de vote. Dans l'intervalle, les agents de l'UNPOL ont utilisé leurs lampes de poche et leurs bougies pour éclairer les électeurs. C'était vraiment très drôle de voir ces policiers de l'ONU s'efforcer d'éclairer les électeurs haïtiens en prenant soin de ne pas regarder pour qui ils votaient. À vrai dire, les électeurs se moquaient bien qu'ils voient leur bulletin de vote. Mais les médias haïtiens auraient accusé la MINUSTA d'avoir entravé le secret du vote à Haïti. Ce fut un beau moment quand les faisceaux de lumière des tours d'éclairage ont commencé à briller de tout leur feu. Le vote s'est terminé vers 23 h et les centres de vote ont finalisé le processus sous la supervision d'officiers de police des Nations Unies et ont fermé entre 3 et 4 h du matin. Ce fut une belle journée, car nous sentions que nos efforts personnels faisaient une différence et nous pouvions en voir le résultat. John et moi avons assisté au processus de comptage dans le centre de tabulation dans les jours qui ont suivi, et ça a duré pendant des jours. La séparation des sacs et des bulletins s'est révélée plus difficile que prévu. Les premières livraisons escortées de bulletins de vote avec décompte des voix ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Ensuite, la réception et le traitement de ces bulletins et de ces sacs se sont faits dans la pagaille. Même les votes provenant des grands centres de vote autour de la Sonapi ont mis des jours à être comptés. Une fois ces votes reçus, René Préval avait une avance significative. Ce n'était pas une surprise. Allié d'Aristide, il était là pour faciliter son retour. Les gangs avaient donc mobilisé les masses sur leur territoire pour qu'ils votent pour lui. René Préval n'était pas charismatique comme Aristide. C'était un technocrate, un politicien professionnel et il manipulait très bien la communauté internationale lors de son premier mandat, déjà lorsqu'il était président sous l'ombre d'Aristide. Les gens avaient beaucoup de reproches à faire à Aristide en général et on me disait souvent qu'Aristide et Préval n'étaient même plus en bons termes. Mais j'ai commencé à remettre en question cette théorie au fil des ans. À mon avis, ce n'était qu'une stratégie destinée à diviser pour mieux régner. Pour la première fois à l'occasion de cette élection, les zombies d'Aristide avaient encouragé l'unité des gangs pour soutenir la campagne de Préval.
Préval en avait besoin car les électeurs du reste du pays ne devaient pas être en sa faveur. Une fois que les voix des régions sont arrivées à Port-au-Prince, avec plusieurs jours de retard, l'avance de Préval a commencé à se réduire et la tendance a semblé se poursuivre. Mais il a fallu beaucoup de temps pour que ces votes arrivent et soient enregistrés dans le centre de tabulation, et les médias haïtiens ont commencé à faire circuler la rumeur selon laquelle la MINUSTAH avait influencé le choix du peuple haïtien. Dans les bastions de la Valace, la foule a commencé à célébrer la victoire de Préval en tant que président, alors même que les votes des régions continuaient de réduire son avance. Le dimanche 12 février, des foules ont commencé à se rassembler à Cité-Soleil, Martissan et Bel-Air, et se sont dirigés vers le bureau du CEP, le Conseil électoral provisoire. Le CEP était l'autorité haïtienne responsable du processus électoral soutenu par le PNUD. Il se trouvait à l'hôtel Montana, un peu plus haut que l'hôtel Christopher, sur la Panaméricaine à Bourdon. Dans la nuit du 13 février, des informations faisant état de bulletins blancs ont alimenté les soupçons des partisans de Préval que le gouvernement intérimaire et la MINUSTAH voulaient alors voler les élections. Les premières barricades étaient déjà installées à 5 h du matin. Ils avaient ramassé tout ce qu'ils avaient trouvé sur place, épaves de véhicules, portes métalliques, rochers, vieux réfrigérateurs, arbres ou pneus en feu. Nous étions passés assez tôt pour arriver au centre de tabulation et vérifier les résultats avec Béa comme d'habitude. Ces rumeurs de vote blanc n'avaient aucun sens pour nos collègues en région, comme pour nous à Port-au-Prince, qui avions observé le même enthousiasme parmi la population à l'idée d'exercer leur droit de vote. Certaines personnes qui vivaient dans des endroits reculés avaient dû marcher plusieurs heures pour se rendre à leur centre de vote. Qui aurait fait ça juste pour donner un bulletin blanc ? Ce luxe était réservé aux électeurs des pays occidentaux qui donnaient un bulletin blanc pour affirmer leur opposition au système. Pas en Haïti où voter dans un environnement relativement sûr était un luxe. Les médias ont interprété ces votes blancs comme étant la preuve que Préval avait été victime de fraude électorale. À 9 h, toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince était paralysée par des barricades. Une foule en colère d'environ 2000 partisans de Préval se dirigeait vers le siège du CP à l'hôtel Montana. Le groupe venait de Cité-Soleil. L'unité de police anti-émeute des Nations Unies à l'entrée principale de l'hôtel a essuyé des jets de pierre, et la foule a tenté de faire une percée. Le commandant de la force par intérim ne voulait pas s'immiscer dans le processus démocratique et a ordonné à toutes les forces militaires des Nations Unies de rester dans leur base. Nous ne voulions pas non plus nous immiscer dans le processus démocratique, mais nous devions nous rendre à l'hôtel Montana. Plusieurs membres du personnel de l'ONU étaient allés seconder le personnel électoral du gouvernement là-bas. Du service internet à l'eau potable, tout avait été fourni par les Nations Unies pour assurer le succès des élections. Le trajet jusqu'à l'hôtel Montana ressemblait à une périlleuse course d'obstacles. Johnny et moi dans un véhicule, SP1 et SP4 dans l'autre véhicule blindé, nous avons quitté la base des Nations Unies. Nous nous sommes fait accompagner par Sierra Zulu 3, notre collègue de la protection rapprochée qui était coincé à Log Base dans son véhicule non blindé. Il était le bienvenu pour nous rejoindre dans notre périple. La force de patrouille se réduisait à 5 officiers de sécurité de la MINUSTAH, tandis que les militaires des Nations Unies restaient dans leur base. Echo 6, de la section des services techniques, un ancien officier militaire, nous tenait informés de la situation à l'hôtel Montana sur le canal de sécurité 2. Dans son dernier message, il avait signalé une augmentation de la violence et des pressions des manifestants et n'était pas sûr que l'unité de police anti-émeute de l'ONU pourrait garder le contrôle. Nous nous sommes heurtés à une grande violence en chemin. La route était longue à travers les barrages routiers et avant de pouvoir enlever les troncs, les pierres et les pneus, nous avons dû faire face à la violence des manifestants. De jeunes zombies faisaient respecter les barrages routiers en jetant des pierres sur quiconque essayait de s'approcher. Il n'y avait pas moyen de contourner l'obstacle ni de temps pour réfléchir. Nous avons dû faire usage de la force et nous sommes précipités à toute vitesse sous la pluie de pierres. Avons bondi hors du véhicule blindé, tiré quelques salves de mitraillettes en l'air et dégagé un chemin pour que notre véhicule passe. Nous devions les convaincre que nous étions prêts à abattre quiconque ne s'enfuyait pas à toutes jambes. Une fois la foule dispersée, il fallait encore affronter les barricades qui menaçaient sérieusement nos véhicules, en particulier nos pneus.
Outre toutes les épaves de voitures aux bords tranchants et autres vieilles constructions métalliques, nous devions faire attention aux pneus qui brûlaient. Ce n'était pas tant la chaleur qui posait problème que les bobines de filtre que l'on trouve à l'intérieur d'un pneu et qui jonchaient les rues. Ces fils étaient faits d'acier doté d'une haute résistance à la traction et conféraient aux pneus la stabilité nécessaire sur la route, mais constituaient un piège dangereux pour les véhicules lorsqu'ils traînaient sur le chemin. Ils pouvaient immobiliser le véhicule quelques centaines de mètres plus loin s'ils se coincèrent dans l'essieu ou la roue. Dégager un essieu ou une jante de ce tortillon d'acier pouvait facilement prendre 1 heure. Plus nous nous approchions de l'hôtel Montana, moins les émeutiers sur les barricades étaient violents, car nous nous étions éloignés des bastions les plus dangereux de Préval. Echo 6 avait rapporté à Sierra Bass par radio que l'unité de police anti-émeute des Nations Unies était soumise à de fortes pressions, et quelques minutes plus tard, nous avons tous entendu Echo 6 s'écrier « Ils ont franchi la porte, ça y est, ils ont fait irruption à l'intérieur ». On pouvait entendre dans sa voix qu'il courait pour s'abriter. Aucun de nous n'a dit un mot. Nous avons simplement poursuivi notre chemin avec plus de détermination encore. Plusieurs officiers de sécurité tentèrent de se rendre au Montana. Certains essayèrent de le faire à pied ou à moto, comme Sierra Tango, notre instructeur d'armes à feu, et Franz. Au bout d'un moment qui nous a paru être une éternité, nous avons tout à coup entendu Echo 6 dire à la radio « Il y a des gens partout, mais ils ne sont pas violents ». On se rappelle de cet épisode où les manifestants venus de Cité Soleil sont allés plonger dans la piscine de Montana pour réclamer la victoire au président Préval lors des élections de 2006. La plupart d'entre eux sont dans la piscine, ils font la fête autour de la piscine. Nous avions tous retenu notre respiration pendant plusieurs minutes. Nous pouvions enfin souffler un grand coup. Après avoir franchi une centaine de barricades et changé un pneu, nous sommes finalement arrivés au Montana. Les manifestants étaient déjà partis. Ils avaient atteint leur objectif, foutre une frousse monumentale aux agents du CEP et de la MINUSTAH. Ils avaient pris un petit bain rafraîchissant dans la piscine après une longue journée de manifestation. L'hôtel ne ressemblait pas à une horrible scène de pillage comme nous l'avions craint en entendant les messages d'Echo 6. La violence dont ils avaient fait preuve en se rendant sur les lieux était tombée d'un coup. Une fois à l'intérieur, ils s'étaient montrés paisibles. J'étais confronté pour la première fois à une scène qui prouvait à quel point les manifestants haïtiens étaient organisés et disciplinés. Ils avaient accompli leur tâche car le comptage était toujours en cours. La situation ne s'est pas beaucoup améliorée le 14 février. Nous avons supprimé les barricades, effrayé les manifestants qui lancèrent des pierres et nous sommes allés à la Sonapi pour glaner les dernières nouvelles électorales. Puis c'était devenu une routine quotidienne. Quand les médias ont appris que des bulletins de vote brûlés en faveur de René Préval avaient été trouvés dans la banlieue de Cité Soleil, le 15 février, on s'est dit que ça allait péter de partout. J'étais curieux de voir à quel point. Peu importait que ces rumeurs soient proches de la vérité ou non, puisque les médias étaient un outil quotidien pour manipuler l'opinion et grossir la perception par rapport à la réalité. La rumeur suffisait, ça avait marché, Préval fut élu président. Par crainte de nouvelles violences, René Préval a été déclaré président peu après minuit par décision du CEP et sous une pression importante de la communauté internationale. On a estimé que Préval avait atteint plus de 50%. Peu importait qu'on n'ait pas fini de compter les voix ou que personne ne sache à l'époque si Préval pouvait atteindre la majorité, il avait été élu président pour un second mandat. Les manifestants violents se sont transformés en foule joyeuse. Le lendemain, lors de notre visite à la Sonapi, nous avons été surpris d'apprendre que l'histoire des bulletins brûlés était vraie. Les médias haïtiens n'avaient pas menti. Nous avons vu les bulletins de vote brûlés. Ils étaient dans le bureau de Béa à la Sonapi. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que tous ces bulletins étaient déjà entrés dans le système. Ils avaient déjà été comptés en faveur de Préval. En raison des violentes manifestations, le responsable électoral haïtien, en charge d'un grand centre de vote près de Cité Soleil, n'avait pas attendu que les bulletins de vote soient escortés par les militaires de l'ONU jusqu'à la base militaire des Nations Unies. Il était allé directement avec le décompte des voix jusqu'au centre de tabulation. L'armée de l'ONU était censée apporter les bulletins de vote à sa base de l'ONU. La raison pour laquelle l'armée des Nations Unies avait décidé de jeter les bulletins de vote aux ordures et de les brûler était un mystère.
Mais Préval fut élu président grâce à cela, initiative malheureuse qui a privé les Haïtiens de véritables élections. Quelques semaines plus tard, le centre de tabulation de la SONAPI eut enfin terminé le processus de comptage. Préval avait moins de 48%. La vérité est que René Préval, si on s'en tient à la loi électorale, n'a pas gagné les élections au premier tour. Sans cela, Préval n'aurait pas réussi, du moins pas au premier tour. Une fois Préval déclaré président et le processus démocratique achevé, les forces militaires de la MINUSTAH sont sorties de leur base militaire. Les dirigeants militaires de la MINUSTAH ont qualifié leur sortie de démonstration de force. C'était une bien bonne blague, car ces derniers jours, malgré tous les jets de pierres et les barricades, nos milliers de soldats de la MINUSTAH étaient restés invisibles. Les dirigeants militaires n'avaient pas agi soi-disant parce qu'ils ne voulaient pas s'immiscer dans le processus démocratique, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Compte tenu de la performance du président Leslie François Maniga, il devrait y avoir un deuxième tour. Leur passivité avait permis à la violence de dicter le résultat des élections haïtiennes. Nous ne saurons jamais si quelqu'un d'autre aurait eu la chance de devenir président. Peut-être Préval aurait-il été le favori et aurait-il gagné de toute façon au deuxième tour, mais pour une raison quelconque, il semblait que l'armée de la MINUSTAH préférait ne pas prendre de risques. Les élections législatives, 99 sièges à la Chambre des députés et 30 sièges au Sénat, devaient avoir lieu le 21 avril 2006, et donc il y avait une seconde chance d'élire un parlement fonctionnel, au moins sur le papier. Mais il a fallu nous résoudre à admettre que l'interprétation haïtienne du représentant élu du peuple haïtien était très différente de ce que nous avions en tête. Monsieur Paul Collier a baptisé la démocratie en Haïti de démofolie dans son livre « Guerre, armes à feu et vote ». Il souligne qu'exporter des élections démocratiques réussies dans un pays en difficulté ne se traduit pas par une démocratie fonctionnelle. Cela crée simplement une démofolie. Cependant, les élections haïtiennes ont été déclarées un grand succès par la communauté internationale. Plus de 7000 casques bleus de l'ONU et 1600 officiers de l'UNPOL avaient fourni la logistique et le parapluie de sécurité nécessaires pour faciliter la présidence de Préval. Mais Préval a décidé d'utiliser la dialectique du béton pour expédier son retour au Palais national. Et pour ce faire, René Préval a conjugué avec certains groupes armés à Cité-Soleil. Des groupes qu'il a protégés au cours de son mandat pendant qu'il pourchassait quelques autres.